Je donne de suite la parole à Blandine, que je vous demande vraiment d'encourager parce qu'elle est pleine d'émotions, mais elle a des choses importantes à nous faire partager. Ça ne dérange pas de te mettre là. Merci. Bonjour à tous. Monsieur Hirsch m'a proposé de vous apporter ce matin un rapide témoignage. Je vais aborder 3 sujets. Le poids des mots et du regard posé, puisque j'appelle les 3 combats, et enfin, apprendre à mourir à la vie. Le regard que l'on porte, les mots que l'on utilise sont importants. Vous en conviendrez, le poids des mots est énorme. Bonjour, je m'appelle Blandine, j'ai 38 ans et je suis ingénieure en électronique. Je suis mariée à un homme extra, Xavier, et l'heureuse maman de 3 enfants. Votre regard sur moi changera peut-être si je me présente à vous en d'autres termes. Bonjour, je m'appelle Blandine, je suis atteinte d'une maladie apparentée à Alzheimer et ai été diagnostiquée il y a bientôt 3 ans. Ou encore, et parce que c'est un terme employé, bonjour, je m'appelle Blandine, je suis démente. Le regard que vous allez poser sur moi est certainement différent si je me présente à vous d'une façon ou d'une autre. Et pourtant, les 3 sont vrais. Mais avant d'être une malade de plus, je suis avant tout une personne, complètement, entièrement. Comme chacun d'entre vous, j'ai des rêves, et par-dessus tout, j'aime la vie. Et certes, j'ai une particularité, une petite distinction, un petit plus. Une foutue maladie qui va peu à peu me faire disparaître à vos yeux. Peu à peu, on va parler de moi en ma présence, sans même avoir la décence de me consulter ou de baisser la voix. On m'animera, on m'infantilisera, car je vais disparaître derrière cette maladie. Si je sais que je vais disparaître derrière cette maladie, c'est parce que mon papa a été diagnostiqué il y a 8 ans. Il est aujourd'hui très fortement dépendant. Et je vois donc combien il est difficile de garder à l'esprit que derrière le malade, il reste une personne. Actuellement, beaucoup d'entre vous doivent se dire « ça ne se voit pas ». Eh bien oui, actuellement, j'arrive encore à cacher cette maladie. Mais pour autant, le regard des gens et des proches, et de mes proches, a changé. Qui d'entre vous, cette semaine, n'a pas oublié ses clés, de poster le courrier, ou encore d'acheter le pain? Moi, si j'oublie d'acheter le pain, on me regarde gravement. C'est la maladie qui progresse. Que nenni, j'ai juste oublié d'acheter le pain. Rien de pathologique là-dedans, enfin pas toujours. Il faut, je crois, que je vous explique mes vraies pertes de mémoire. Et pour ce faire, pour une fois, je vous invite à vous mettre à ma place, celle du malade, et moi, je prends la vôtre, celle du bien portant. Alors, imaginez que je vienne vous voir à l'issue de cette journée et que je vous dise « Alors, ces fraises ?» Là, votre cerveau va mouliner très vite. De quoi me parle-t-elle? De quelles fraises? Et vous allez donc tenter des questions, mine de rien. Les fraises? Et je vais vous répondre, celles que je vous ai données en vous croisant ce midi. Est-ce que chacun d'entre vous se rappelle de ces fraises? Non. Pour vous, l'événement n'a pas existé, même en faisant des efforts surhumains, point de fraise. Et pourtant, vous aimez ça, mais point de fraise. Mais voilà, dans la vraie vie, ma réalité de malade est celle-ci. Point de fraise du tout. Ce n'est pas un oubli, cela n'a juste pas existé. Ma réalité est différente de la vôtre. Pour moi, c'est bien au-delà d'un oubli classique. Pour moi, je n'ai tout simplement pas vécu cet événement. Allez, prenons les choses avec philosophie. Les bonnes nouvelles, je les ai ainsi plusieurs fois. Vraiment plusieurs fois. Mais pitié,
Éviter les « mais si, tu te souviens, mais voyons ». Eh bien non, je ne peux pas vous rassurer. Si je me souvenais, je ne serais pas là à me ridiculiser. Moi, je ne l'ai pas vécu. Toi, peut-être, mais moi, non. Alors parfois, pour vous rassurer, je vais apprendre à reconnaître ces différences de réalité et à vous approuver fortement. Évidemment que je m'en souviens, elles étaient terriblement bonnes, ces fraises. Vous serez rassurés. Et moi, je serai seule face à cet arrangement qui, pour moi, est un mensonge. Un jour, je ne serai pas capable de vous rassurer. Mes difficultés seront telles que je ne saurai plus le faire. Alors je pense aujourd'hui que la meilleure solution pour moi sera de me taire, de réduire mes relations aux autres, pour ne pas leur faire savoir mes différences, ne pas leur faire peur, ne pas les éloigner de moi. C'est dommage. Cette solitude pourrait être évitée si l'entourage apprenait à comprendre la réalité d'une personne malade et surtout à l'accepter. Lors de ma dernière visite à papa, quelqu'un lui a dit en me voyant « Tu la reconnais, comment s'appelle-t-elle? Dis-le » J'aurais aimé réagir, mais la bêtise m'a clouée sur place. Papa ne parle plus un mot. Et on lui demandait de me répondre « Mais bien sûr, c'est Blandine, ma fille ». Son regard m'a prouvé qu'il m'avait reconnue. Comment? Je n'en sais rien. En tant que sa fille, en tant qu'une femme qu'il aime bien croiser car elle lui sourit, aucune idée. Mais après tout, quelle importance? Il était heureux de me voir, point. Cette question rejoint la phrase culte. Tu sais qui je suis? Allez, dis qui je suis. Et là, quand on y réfléchit, on peut se demander qui est le plus fou des deux. Peut-être ne faites-vous plus partie de ma réalité. Peut-être est-ce juste les mots qui me manquent pour vous nommer. Ou peut-être encore que les mots que vous me dites ne me parlent plus. Mais pitié, ne me testez pas. Il y a des professionnels qui font ça mieux que vous. En conclusion de cette première partie, j'aimerais vous dire, en face de vous, regardez la personne que je suis et non la maladie qui m'habite. Voilà. Mes 3 combats. Vivre avec cette maladie, c'est un triple combat. Le premier de ces combats, c'est avant tout pour ne pas perdre mes capacités. Me battre pour les garder le plus longtemps possible. Le deuxième, c'est d'accepter. Car si je n'accepte pas la perte de ces capacités, alors il ne me reste plus qu'à sombrer. Donc le deuxième combat, s'accepter tel que je suis, ou plutôt tel que je ne suis plus, et ne serai plus, m'accepter avec tous ces moins. Et enfin, en même temps que ces 2 combats, un troisième combat, celui de m'inventer des solutions, m'inventer un avenir. Donc le troisième combat, c'est trouver des solutions de remplacement. Je vais vous donner des exemples. J'adore la lecture, c'est vraiment l'une de mes passions. Mais voilà, la maladie actuellement touche la lecture. Pas encore le déchiffrage, mais c'est plutôt pour réussir à suivre l'histoire que c'est devenu compliqué. Donc premier combat, me battre, m'accrocher pour continuer à maintenir la lecture. Deuxième combat, accepter. Accepter de lire les romans du rayon ado, dont l'intérêt, vous en conviendrez, est plutôt limité. Accepter la perte de cette capacité intellectuelle. Accepter sans en avoir honte, c'est dur, voire impossible. Troisième combat, trouver une issue de secours à long terme. Quelle activité pourrais-je trouver pour passer un aussi bon moment qu'avec un livre, quand la lecture ne me sera plus possible? Des pistes existent,
mais il faut être capable de prendre du recul, de faire en sorte que la douleur s'apaise, laissant place à une solution. Peut-être que l'une des solutions sera pour moi la photo, affaire à suivre, et si vous avez des idées, je prends. Et voilà, ce triple combat est à mener sur bon nombre de fronts. Au niveau de mes capacités, certes, mais aussi et surtout au niveau de mon mari, Xavier, et de mes 3 enfants, qui ont 10 et 8 ans. Premier combat. Me battre pour que la vie ensemble soit la plus belle, la plus classique possible. Bref, que notre quotidien soit le plus normal et beau possible. Deuxième combat, me battre pour accepter que je ne serai peut-être pas à leur côté pour les voir grandir et les accompagner dans les étapes de leur vie. Et enfin, troisièmement, parallèlement, me battre pour trouver des solutions innovantes, différentes pour l'avenir, pour que notre relation perdure, qu'elle reste belle, qu'elle soit apaisée. Et voilà, de ce troisième combat et de ce désir de trouver une solution pour l'avenir, une solution qui permette un avenir ensemble, différent mais possible, de ce troisième combat est né Amadiem. Je ne veux pas qu'à l'avenir, nous vivions côte à côte sous le même toit, que le poids de ma dépendance pèse sur leur vie jusqu'à les étouffer et les empêcher de vivre. Car j'adore la vie. Et si je peux faire en sorte qu'eux aussi aiment autant la vie, qu'ils la trouvent belle, alors la maladie ne m'aura pas vaincue, elle n'aura pas gagné, même si ma fin ne sera pas différente de celle des autres personnes malades d'Alzheimer ou apparentées. Voilà. Aujourd'hui, l'association Amadiem prône ce regard différent. Regardez la personne avant la maladie. Regardez tout ce qui nous reste plutôt que tout ce qui nous manque. Et faire en sorte que l'avenir nous permette de vivre sereinement dans un espace humain, non pas qui ressemble à une maison, mais qui soit une maison. Une maison qui permettra à la personne vulnérable d'évoluer à son rythme et à ses proches de venir chez elle, pour que la relation, libérée des contingences matérielles, se trouve apaisée, et pour qu'à l'amour ne succède pas l'épuisement puis la haine, mais bien qu'à l'amour succède la tendresse. En conclusion de cette deuxième partie, je vous dirai juste Amadiem. Amadiem veut dire aime le jour. Aime le jour avec et malgré la maladie, et je peux vous dire que c'est tout un programme. Apprendre à mourir à ma vie. Emmanuel Hirsch, vous avez écrit un livre que je ne saurais pas lire, mais le titre m'a fait sourire car il m'interpelle. Apprendre à mourir. Eh bien voilà, j'apprends à vivre avec une mort différente, une mort cérébrale, intellectuelle, un avenir qui me pose question. Qui suis-je vraiment? Suis-je moi actuellement? Est-ce la vraie Blandine? Et quand la maladie m'aura enlevé mes capacités, serai-je encore moi? Quand on décidera pour moi, où sera ma liberté? J'ai toujours aimé vieillir. Je sais, c'est assez étrange, mais pour moi, la vie nous aide à grandir, à nous former. Et peu à peu, l'âge nous apporte une certaine sagesse. Parfois, la lucidité que nous apporte la vie ou l'avancée en âge peut rendre acariâtre ou amère. Mais je trouve qu'une personne âgée pleine de rides, c'est assez fabuleux à regarder. Surtout si l'on regarde ces rides comme autant d'expériences, de joie, de peine vécues. Si l'on regarde la personne âgée en se disant qu'elle est le résultat de millions de rencontres et d'événements. Bref, la perspective de vieillir ne m'a jamais traumatisée, mais m'a toujours rendue sereine. Certaine que tout ce que j'aurais été amenée à vivre m'aura façonnée, modifiée et aidée à grandir. Mais voilà, la maladie est entrée dans ma vie et biaise cette vision de ma vieillesse. Comment gérer le fait que je ne vais pas accumuler des événements, mais plutôt me vider? Quelle finalité trouver dans une avancée en âge qui ne vous remplit plus, mais vous vide?
Comme axe de progrès dans ma vie personnelle, on a déjà fait mieux quand même. Là encore, la maladie me met face à une question. Je sais qui j'étais hier, j'ai quelques doutes sur qui je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui est de la part de ma propre personnalité, qu'est-ce qui est de la part de la maladie? Quand je m'énerve, quand j'ai des sautes d'humeur, est-ce moi ou est-ce la maladie? Cela m'arrangerait peut-être de me dire c'est la maladie. Mais d'un autre côté, c'est à moi de lutter. C'est à moi de lutter contre. Et c'est ma décision de ne pas faciliter ma conscience en reportant ma responsabilité sur la maladie et en me faisant moi-même disparaître derrière cette maladie. Qui suis-je aujourd'hui, ou plutôt où suis-je? Que serai-je demain? Qui serai-je demain? Serai-je encore moi? Ou est-ce que le vide qui peu à peu va m'envahir, va me vider de ma substance? Mais là encore, je ne veux pas me déresponsabiliser. Je ne veux pas que l'on ne me regarde plus que comme une malade. Alors je pense que je souhaite assumer, même vide, ce sera moi. Aux autres d'apprendre à faire connaissance avec cette autre facette de ma personne. Et à vrai dire, c'est un vrai challenge pour tous. Apprendre à mourir à ma vie, voilà une tâche qui m'incombe et j'espère bien pouvoir compter sur vos éclairages à tous. Pour finir, je vais terminer sur cette phrase de Michel Audiard, découverte il y a quelque temps. « Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. » Cette phrase, je l'entends de multiples façons. Tout d'abord, elle résonne en moi à la manière des béatitudes, et on peut entendre dans fêlés nos fêlures, nos fragilités, et y voir donc un chemin vers Dieu. Autre interprétation que j'affectionne également, dans ce terme fêlé, j'y vois aussi la folie, la joyeuse folie, celle qui nous fait déjanter, péter un plomb, tenter des choses un peu folles. Et ça, j'adhère, j'ai toujours adhéré. Pouvoir mettre une graine de folie dans la vie, c'est un don, car ça illumine la vie, ça permet des rencontres, des joies, des bons délires, une joyeuse lumière. La maladie m'aura permis de lire cette phrase différemment. Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Aujourd'hui, j'entends aussi dans cette phrase un espoir. La maladie va me rendre démente, fêlée. J'espère que cette maladie me permettra de laisser passer la lumière, d'apporter quelque chose aux autres, un regard, une façon d'être, etc. Quelque chose de positif dans la vie de ceux qui me côtoieront. Merci à tous pour votre écoute et je nous souhaite une belle réflexion sur ces vastes sujets de l'éthique.